Dans quelques minutes maintenant, la table ronde de l'avenir du logement, avec Franck Louvrier, maire de La Baule, Catherine Vautrin, présidente de l'ANRU, Béatrice Mathieu, grand reporter, et Romain Rivaton, investisseur et essayiste. Bonjour, ravi d'être parmi vous cet après-midi. Alors, on a une heure pour continuer à parler de courage. de courage, il en faudra aussi pour résoudre cette crise du logement qui est aujourd'hui dans un contexte de pouvoir d'achat très contraint, une des premières préoccupations des Français. Alors les chiffres de la construction neuve sont catastrophiques, les prix ne baissent pas malgré tout. D'après les dernières statistiques d'Allianz, 11 000 entreprises, beaucoup de PME et de TPE qui sont des sous-traitants de grands groupes dans le secteur de la construction pourraient faire faillite cette année, soit 25% du total des défaillances d'entreprises en France. Donc dans ce contexte, même si on va essayer d'avoir une tonalité positive et de se projeter dans quelque chose, dans des solutions, quel avenir pour le logement? Alors comment construire là où sont les besoins dans un cadre très contraint aussi de zéro artificialisation nette des sols, dans le cadre contraint aussi de la loi SRU? Comment reconstruire des parcours résidentiels et débloquer en fait le logement social? Comment et puis aussi comment redonner confiance dans ce désir et dans cette possibilité d'acheter qui est quelque chose que souhaitent la plupart des Français. Donc on va parler de tout ça dans l'heure qui vient. Vous aurez évidemment la possibilité à la fin du débat de poser vos questions, j'imagine qu'elles sont très nombreuses. Et puis je remercie vraiment nos trois invités d'être parmi nous. Merci beaucoup Robin. Donc vous êtes essayiste, chroniqueur à l'Express aussi, avec Nicolas, avec Cécile Maisonneuve qui doit être parmi là aussi, avec Gérald Bonheur qui aussi, je ne sais plus où il est, mais voilà. Et vous êtes fondateur de la start-up Stonal sur des données immobilières. Catherine Vautrin, merci aussi. Vous êtes depuis septembre 2022 présidente de l'ANRU, donc c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le logement, vous le connaissez au plus près du terrain, puisque à Reims, vous êtes en charge du logement de l'agglomération. Et Franck Louvrier, eh bien vous êtes maire de La Baule, Escoublac, et vous êtes vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc on a toujours besoin, dans un débat comme ça, d'avoir une photographie qui nous permet de lancer les discussions. La photographie, c'est l'état des besoins aujourd'hui, demain, et comment qualifiez-vous la crise aujourd'hui que nous traversons? Robin. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important qu'on sent monter dans la population. C'est un sujet dans lequel la crise est un mot compliqué puisque les promoteurs et l'ensemble du secteur a souvent le mot crise à la bouche et donc ils ont souvent crié au loup. Et malheureusement, maintenant qu'on a le problème face à nous, il est difficile d'être entendu. J'avais écrit en début d'année 2022, donc il y a bientôt 2 ans, un petit livret qui s'appelait « Le logement bombe sociale à venir » et qui décrivait un petit peu ce que pourrait être le cocktail explosif qui pourrait menacer ce secteur-là et l'impact qu'il allait avoir sur la vie des Français et des Françaises. Et malheureusement, je dirais que nous y sommes. Alors aujourd'hui, vous avez une crise conjoncturelle. La crise conjoncturelle, elle est très simple. On a eu la remontée des taux d'intérêt directeurs des banques centrales et des taux d'intérêt commerciaux qui sont pratiqués par votre établissement bancaire de proximité, la plus brutale de l'histoire économique moderne. Et donc évidemment, ça a privé de capacité d'emprunt des ménages qui auraient voulu acquérir, ça a privé de capacité d'emprunt les acteurs du logement social. Je rappelle que les acteurs du logement social sont les seuls acteurs dans toute l'économie française dont la dette est à taux entièrement variable, à 70 à 80% variable. Donc quand on monte le livret A de 4%, on augmente la charge d'intérêt du secteur du logement social de 4 fois. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce que ça représente pour un ménage. Et le dernier point, c'est qu'on a plutôt dissuadé les acheteurs
les investisseurs locatifs, donc les gens qui achetaient de l'immobilier pour le louer ensuite, de venir sur le marché. Donc ce cocktail explosif fait que tout d'un coup, il y a une baisse brutale de la demande de logement. Mais tout ça, c'est ce phénomène conjoncturel, ne doit pas masquer le structurel. Et le structurel, quel est-il? Le structurel est que les besoins de logement dans notre pays sont immenses. Alors la natalité ralentit très fortement, hein, même elle est en train de s'effondrer, ça c'est certain, mais il y a deux autres facteurs qui jouent énormément, l'un s'appelle la décohabitation. On avait 2,4 habitants par logement en l'an 2000, on est à 2,1 aujourd'hui, et on sera sans doute à 1,9 dans 10 ans. Et donc, si vous divisez le nombre d'habitants total par ce chiffre-là, ce ratio, vous comprenez bien que la décimale après la virgule a des impacts monstrueux. On parle de centaines de milliers de logements nécessaires en plus chaque année. Le deuxième facteur extrêmement important, c'est le sujet des migrations. Aujourd'hui, la population française, elle a fait plus 54 000 personnes l'année dernière si je soustrais les naissances moins les décès. Et elle est à plus 160 000 sur ce qui est l'immigration légale de personnes qui sont le solde migratoire entre les gens qui sont partis et les gens qui sont venus s'installer en France. Donc on voit bien que de toute façon, même si la natalité venait à s'effondrer complètement, et encore une fois, malheureusement, elle est dans une situation assez désastreuse, il reste des besoins en termes de logement. Je ne passe même pas sur les besoins des touristes. Il y a 100 millions de nuitées touristiques en France qui sont faites dans du meublé touristique. Il faut bien mettre quelque part. On peut dire Airbnb, c'est pas bien, mais il faut bien quand même placer ces gens-là quelque part, ou dans les hôtels ou ailleurs. Mais en tout cas, ils sont là. Et on est très content d'avoir des recettes touristiques jusqu'à preuve du contraire. Donc on voit bien que les besoins sont immenses. Et face à ça, la question qui est celle de l'offre. Alors la question de l'offre, elle est assez compliquée parce que nous avons vécu pendant des années avec des chiffres un peu mythiques. On a dit il faut 500 000 logements en plus chaque année, les autres rétorquent qu'il faut 400 000, à ma droite on dit 200 000, et puis au final on dit 100 000. Alors la position aujourd'hui de l'État, puisque c'est celle de l'ancienne chef économiste de la Direction générale du Trésor, nous dit qu'il faut 200 000 logements. La profession dit qu'il faut 500 000. Quelle est cette réalité? La réalité, si on prend en compte ce sujet de la décohabitation, donc du nombre de personnes par ménage, et qu'on prend en compte qu'on essaye de discerner ce que seraient les souhaits des gens, aujourd'hui on va plutôt être sur il faudrait ajouter au stock de logements chaque année dans les zones où les gens le recherchent, parce que le stock de logements, c'est pas. Si je regarde le stock de logements en France, il y a plein de zones où malheureusement il y a beaucoup de logements, mais il y a de moins en moins d'habitants. Et les gens n'ont pas très envie de s'y installer. Et donc si je regarde aujourd'hui, il faudrait produire dans les zones dites tendues 450 000 logements par an pour répondre aux souhaits des ménages. Et ce point-là de répondre aux souhaits des ménages, je fais une micro-parenthèse dessus, mais c'est extrêmement important. Si vous arrêtez de construire dans un pays, il n'y a pas forcément une augmentation du nombre de sans-domicile fixe. Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de construire dans un pays? Les gens, ils s'entassent. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de passer la nuit sous un toit. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des enfants qui restent chez leurs parents. Ce sont des couples qui seraient en situation, normalement, en instance de divorce ou de séparation, qui restent sous le même toit. Ce sont des grands-parents qui viennent recohabiter avec la génération d'en dessous. C'est des ménages qui retardent l'âge de la formation de la mise en couple et donc du premier enfant. Et ainsi de suite. Donc, en fait, le problème, c'est que la crise du logement dont on parle à longueur de journée, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible elle n'est pas visible au sens où elle ne se traduit pas par un phénomène d'incapacité à se loger dans la rue. C'est juste qu'on va dégrader progressivement les conditions de logement des Français et des Françaises avec des conséquences sociales dramatiques. La première d'entre elles étant le recul de la natalité. Si les gens ne peuvent pas ou retardent l'âge de la formation du couple, retardent l'âge du premier enfant, les enfants, c'est par escalier. Donc soit vous en faites 1, 2 ou 3, ou beaucoup plus si vous voulez, mais grosso modo, c'est les 3, c'est là où la distribution est la plus forte. Donc si vous ne faites pas le troisième, vous en faites 2. Si vous n'en faites pas 2, vous en faites 1. Si vous n'en faites pas 1, vous en faites 0. Donc si vous décalez d'une marche à chaque fois, vous comprenez bien que la démographie s'effondre. Et je termine juste sur un chiffre pour poser le panorama. La France, sur les 10 dernières années, a beaucoup construit. On est un pays qui a le plus construit parmi les autres pays. Donc on vit plutôt aujourd'hui dans de bonnes conditions de logement par rapport à nos voisins. Je donne juste ce chiffre. Le Royaume-Uni a ajouté 8 millions d'habitants depuis l'an 2000. La France a ajouté 7 millions d'habitants depuis l'an 2000. Ils ont construit 2,5 fois moins de mètres carrés résidentiels. Ce n'est pas 10% de moins, c'est 2,5 fois moins. Et qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni si vous avez la chance d'y aller? Les gens, ils vivent à 30 ans. En couple, dans une chambre qu'ils partagent avec d'autres couples, dans un appartement à Londres, si ce n'est pas une cave ou si ce n'est pas un grenier. C'est ça la réalité du problème du logement, c'est que c'est une crise, et comme je l'avais dit, c'est une bombe qui n'explosera pas parce qu'on ne la verra pas.
Un petit point, comme je rebondis sur dit, c'est une bombe qui n'explose pas, qui n'est pas visible. Est-ce que, malgré tout, et là on fête les 5 ans de la crise des Gilets jaunes, il n'y avait pas une racine logement dans cette crise des Gilets jaunes qui a été pour le coup très visible? Oui, mais l'étincelle venait quand même du prix de l'essence, qui est quelque chose qui est... C'était une dérivée. Oui, mais la dérivée, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a vu très peu de crises sociales directement reliées au logement. Vous avez des phénomènes épisodiques au Pays Basque, on a eu aux Pays-Bas, en Hollande, récemment à Amsterdam, des manifestations, mais vous avez rarement... c'est rarement le germe de la colère. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a des conséquences et qui emporte une grande partie de la colère sociale. Quand on regarde les statistiques de l'INSEE jusqu'à la période inflationniste récente et qu'on disait mais je comprends pas, le pouvoir d'achat prend 2% par an, pourquoi les gens grognent? Si le pouvoir d'achat prend 2% par an mais que les loyers en prennent 4%, le sentiment d'amélioration de la vie du quotidien n'est pas forcément évident. Et donc au final c'est un problème qui est un problème sourd, qui est un problème qui est plutôt décalé dans le temps, et donc la réponse politique, je vais mettre les pieds dans le plat, est parfois malheureusement un peu cynique en se disant celui qui va avoir et qui va devoir supporter les problèmes, c'est pas forcément moi, c'est celui qui sera au pouvoir dans 5 ans. Je voudrais vous écouter tous les deux, élus aussi de terrain, sur cette invisibilité de la crise. Merci. Alors, je voudrais dire que je partage une grande partie du constat, sauf le dernier commentaire sur les Gilets jaunes. Donc, je vais commencer par là, en disant que, quelque part, un des sujets, c'est aussi, en France, le sujet du parcours résidentiel. Parce qu'un grand nombre de nos concitoyens souhaitent aller vers l'accession à la propriété. La France est l'un des pays pour lequel l'accession à la propriété est le plus bas, puisque, en fait, on est à un nombre de propriétaires extrêmement faible. Et moi, je suis élue d'une ville où c'est particulièrement le cas. En 2 mots, Reims, c'est une ville qui a été totalement détruite à la Première Guerre mondiale. Il restait 77 maisons, moyennant quoi la réponse a été celle du logement social. Et contrairement à l'image que vous avez probablement vue de l'extérieur de la ville du Champagne, nous comptons 43% de logements sociaux. Et nous n'avons que 30% de propriétaires. Pourquoi je fais ce détour? Simplement pour expliquer que donc le rêve de la propriété est évidemment lié à son budget. Et très souvent, autour des grandes villes, le prix au mètre carré étant ce qu'il est, les gens, pour accéder, vont de plus en plus loin. Et donc, l'un des ferments que nous avons trouvé au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est effectivement le prix de l'essence, mais le prix de l'essence parce que j'ai construit à 30 km, que je fais 60 km par jour, que j'ai 2 véhicules et que ça coûte et que ça grève mon budget et que là, j'ai une véritable difficulté. Donc, c'est en cela que, effectivement, ça n'était pas une crise du logement, c'était un sujet pouvoir d'achat, mais dans lequel le logement avait une vraie responsabilité. Ça, c'est le premier élément que je voulais ajouter au débat. Le deuxième, c'est qu'au-delà de l'acte de construire, évidemment, pour construire, encore faut-il du foncier. Et c'est là où on est dans les injonctions contradictoires, parce que d'un côté, on nous dit il faut construire. Alors, il y a le débat qui vient d'être très bien exposé sur le nombre de logements qu'il faut construire chaque année, mais encore faut-il avoir le foncier nécessaire pour le faire. Et là, vous touchez du doigt cette fameuse loi dont vous avez tous entendu parler, le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la loi ZAN, qui est une loi qui va limiter considérablement la consommation d'espace. Alors évidemment, comme tout le monde, je mesure que nous avons besoin d'une souveraineté, notamment alimentaire. Et vous imaginez que chez moi, des vignes à 1,2 million, on ne va pas arracher les vignes pour aller faire des maisons. Pour autant, il faut qu'on puisse loger. Et même dans les villages viticoles aujourd'hui, on n'a pas forcément la réponse. Ça, c'est un premier élément. Et dans les débats de ce matin, on parlait réindustrialisation. Moi, je ne sais pas comment on va réindustrialiser si on n'a pas capacité à trouver de l'espace pour aller implanter les usines dont on a besoin demain. Et donc, vous voyez, vous avez rien que 2 textes qui sont 2 textes quasi-contemporains, sont des textes complètement contradictoires. Ça, c'est pour la disponibilité du foncier. Et ce matin, il y avait une question extrêmement intéressante d'une personne qui était dans la salle, c'était vous, madame, qui a interrogé ce matin sur tous ces sujets qui sont les sujets qui tournent autour des différents textes et de la capacité à ne pas faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de domaines en France aussi réglementés que celui de l'urbanisme. Et quand on va se poser la question de se dire est-ce que le logement ne doit pas être vu au niveau local? Oui, il faut qu'il soit vu au niveau local. Mais si on parle de décentralisation, encore faut-il qu'à ce moment-là, on redéfinisse
qui est en charge des textes concernant le logement et concernant l'urbanisme. Parce que vous avez deux droits en France très proches. Le droit de propriété, vous savez qu'il est constitutionnel, vous êtes propriétaire de votre terrain. Pour autant, vous dépendez du droit de l'urbanisme, parce que ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire de votre terrain que vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre terrain. Et là, vous arrivez à tous ces textes qui arrivent en cascade, la région qui détermine le schéma régional d'aménagement, ensuite, à l'échelle intercommunale, le schéma de cohérence territoriale, je ne vous ai pas perdu, et après, vous continuez. Au niveau de l'EPCI et de la commune, vous allez faire... Si c'est la commune, le plan local d'urbanisme. Si c'est l'intercommunalité, le plan local d'urbanisme et d'immobilier. Et donc, une fois que tout ça va être voté par tous les élus, qu'on aura dépensé des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'euros en cabinets de conseils divers et variés qui vont regarder tout ça, il sera passé quasi un mandat et on se demandera comment on va construire. Merci. Franck Louvrier. Votre photographie aussi, est-ce que vous partagez bien sûr, je partage totalement ce que vient de dire Catherine, d'autant plus qu'il suffit d'avoir la mémoire. Sradet, ZAN, SRU, PLU, PLUI, Scott, Shaun, COS, voilà. Tout ça, c'est qu'un échantillon de ce que l'on fréquente quand on est maire. Mais c'est juste la partie urbanisme, parce que je ne vous parle pas de tout le reste. Et je vais vous dire, en plus, ce qui est intéressant, parce que dans ces débats-là, ce qu'il faut essayer d'apporter, c'est des réponses. En fin de compte, on a bien vu, lorsque le président de la République actuel a été élu la première fois, il y a eu une petite tendance, qui est une tendance naturelle de la part de l'État, de dire mais pourquoi on ne reprendrait pas les permis de construire aux maires? Ce serait mieux pour faire l'aménagement du territoire que ce soit les préfets, comme ça le faisait avant 82. Je vous rappelle, les maires n'ont le pouvoir du permis de construire que depuis 82. Bien évidemment, il y a eu une montée très forte de la part des élus locaux, qui dit, il n'est pas question, s'il ne nous reste plus beaucoup de pouvoir, si en plus on nous enlève les permis de construire, on ne va plus faire que l'état civil, et encore. Donc il n'était pas question qu'on aille vers cette tendance-là. Mais on le voit bien, c'est qu'il y a toujours une volonté de l'État de vouloir essayer de maîtriser les choses, souvent, comme le dit Catherine à juste titre, dans des volontés contradictoires. Moi, ce que j'aime, d'abord, je vais vous dire une chose, moi je suis un militant de la croissance, je ne suis pas un militant de la décroissance. Moi je suis pour qu'on fasse des logements, je suis pour qu'on circule, pour qu'il y ait de la mobilité, pour qu'il y ait des trains, des avions, etc. C'est une évolution de notre société qu'il faut accepter, qu'il faut améliorer dans le contexte, bien évidemment, environnemental, mais il faut continuer la croissance. Donc, il faut continuer à faire des logements. On a, comme vous le disiez à juste titre, à peu près besoin de 400 000 logements par an. Donc, il faut à tout prix mettre tous les moyens pour faire ces 400 000 logements. Vous savez, le rêve de bonne partie d'entre vous, quand vous étiez jeune, c'est d'être propriétaire, c'est pas d'être locataire. Donc c'est un objectif en plus, au-delà d'être l'objectif économique, c'est un objectif social, c'est un objectif d'humanité. D'être propriétaire de son bien, ça permet aux gens d'être plus sereins dans l'avenir, de pouvoir vivre plus agréablement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une mode de vie qui est complètement différente de ce qu'on a pu connaître. La décohabitation, en gros, c'est la conséquence des nombreux divorces, parce que c'est ça. Des séparations qui font qu'il faut plus de foncier. Et avec ça, on nous explique qu'il faut arrêter de construire. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas arrêter de construire. Il faut continuer à construire. Et essayer de faire passer dans l'esprit des gens qu'on peut arrêter de construire, arrêter de faire du logement, c'est d'une façon ou d'une autre faire de la décroissance. Et là, il faut s'entendre là-dessus. Il faut qu'on soit très clair. On n'a pas à se cacher derrière notre petit doigt. Il faut assumer le fait qu'on a besoin de faire du logement social, ce que je préfère même appeler du logement accessible. Je trouve que le terme est beaucoup plus agréable et beaucoup plus compréhensible, parce que c'est pas parce que vous faites du logement social que c'est pas du mauvais logement, c'est pas du logement, c'est du logement où certaines catégories de personnes peuvent essayer de les acquérir. Donc là, on a un objectif qui est très important. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a deux acteurs qui peuvent jouer sur ce sujet. Pas plus. Le maire, à qui il faut laisser les clés, parce que c'est le maire qui dessine sa ville. Il est élu pour ça. Et en plus, tous les 6 ans, il retourne devant ses électeurs. Donc s'ils ne sont pas contents, ils le virent. Donc c'est le maire. Donc laissons-lui les clés. N'essayons pas de faire une France modèle où la Corrèze représente la Loire-Atlantique et que ce soit exactement la même chose, qu'on puisse faire la même chose entre la Loire-Atlantique, la Corrèze et la Haute-Marne, etc. C'est pas possible. Justement, sur ce point, vous dites, je trouvais intéressant, tous les 6 ans, il retourne devant ses électeurs. Souvent,
on va peut-être dire parfois, les maires bétonneurs ne sont pas forcément très appréciés. Et donc... Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, les maires bétonneurs. Vous savez, moi, je suis une ville vous qui savez, est... Vous savez que quand on construit, il y a souvent 25 ou je ne sais combien Non, mais je vais vous dire, le maire bétonneur, moi, je suis d'une ville, c'était Olivier Guichard, le maire, mon prédécesseur, mon antéprédécesseur. Il a été soupçonné d'être un maire bétonneur. Je pense plutôt que c'était un maire visionnaire. C'est qu'il s'est dit qu'une ville balnéaire, une station balnéaire, on va la transformer en ville balnéaire à l'année. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que comme on le dit nous, de plus en plus de gens veulent travailler et vivre au pays des vacances. Et donc on est très content d'avoir énormément de logements. Donc il a bétonné. Alors après, il peut y avoir des débats sur l'architecture, mais ça c'est un autre débat. Vous savez, les goûts et les couleurs. Les immeubles qu'on n'aimait pas il y a 20 ans, aujourd'hui, qui étaient des prix de Rome, aujourd'hui ils sont classés, protégés, etc. Donc faut pas rentrer. Mais c'est normal que l'on construise. On ne va pas s'arrêter de construire. Alors bien sûr qu'il faut respecter l'environnement. Mais moi j'ai 70 000 arbres sur ma commune, donc ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai une des plus belles canopées de France, donc j'ai pas de souci là-dessus. Mais le problème, c'est que mon département, il accueille 17 000 habitants par an. Ma région, elle accueille 30 000 habitants par an. Qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Non, venez pas chez moi. Retournez en Corrèze. Allez dans des zones plus désertifiées. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Donc il faut à tout prix se donner les moyens. Et c'est à juste titre, vous vous souvenez la question, et Catherine aussi, c'est qu'on ne peut pas dire à des entreprises, moi j'ai des cas, je vais vous dire concrets, parce que je suis en plus vice-président en charge du développement économique, j'ai des cas concrets d'entreprises qui viennent chez nous et qui nous disent, bon bah voilà, on veut construire une entreprise de tant de mètres carrés, il nous faut un terrain de plusieurs hectares, avec tant de salariés, ah non, on vous refuse. Non, on ne peut pas vous accepter. C'est pas possible. Je pense que l'ancien président des entreprises pense que c'est un discours qui est complètement incroyable. Alors c'est vrai que nous, on a la chance, mais même en France, qu'on a un taux de chômage qui est quand même relativement bas aujourd'hui, et tant mieux. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé la vie politique, c'était il y a quelques années, il y avait toujours 2 sujets quand on faisait des permanences. 2. L'emploi, le logement, ou le logement et l'emploi. L'emploi, on pourrait dire que la voilure, elle s'est un peu rétrécie parce qu'il y a un peu plus de dynamique économique sur notre pays. Mais le logement, il est encore plus prégnant aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques années. Alors, vous avez fait tous les trois le constat en commençant à dresser quelques pistes. Je voudrais qu'on revienne vraiment là très concrètement sur les solutions extrêmement nombreuses. Il y a une grande loi logement qui est promise pour le printemps prochain, dans lequel il va y avoir visiblement beaucoup de choses. Je voudrais vous entendre tous les trois sur, vous seriez aux manettes aujourd'hui, que mettriez-vous dans cette loi logement, les 3 choses principales que vous mettriez dans cette future loi logement? Je pense que ce qu'aujourd'hui le point très important, et d'ailleurs c'est on vit quand même des choix qui ont été faits, qui sont des choix qui ont des coûts en matière de logement très importants. On a parlé de la loi zéro artificialisation nette, qui est une loi qui a été portée par la Convention citoyenne par le climat, organisme dont on peut quand même douter de la fonction 100% démocratique et du choix des personnes. On a cette loi zéro artificialisation nette qui a été attaqué très durement par les gens qui représentent les territoires, en l'occurrence le Sénat, parce que le sénateur ne s'y retrouvait absolument pas et dont les décrets d'application ont été relativement contestés et qui ne sont pas encore totalement écrits. Donc on a cette loi-là. On a une loi sur la suppression de la taxe d'habitation. Suppression de la taxe d'habitation qui évidemment paraissait le cadeau fiscal idéal dans la campagne présidentielle de 2017, mais qui a des conséquences terribles aujourd'hui, tout simplement parce que la compensation de la taxe d'habitation par l'affectation d'une partie des recettes de TVA n'est pas suffisamment dynamique pour encourager l'accueil de nouvelles populations. On a la loi sur la transition environnementale du bâti avec les diagnostics de performance énergétique, fameuses étiquettes GFE, DCBA, qui aujourd'hui déjà a fait sortir du parc des étiquettes dites G+, qui représentaient 150 000 logements, et qui vont faire sortir du parc de logements à partir du 1er janvier, donc dans 2 mois, même pas 1 mois et demi maintenant, 450 000 logements supplémentaires qui sont à étiquette G. Les rendre interdits à la location. Et donc on a quand même aujourd'hui, déjà avant même de refaire des nouvelles lois, on a peut-être à s'interroger sur les lois qui ont été adoptées ces dernières années et qui aujourd'hui ont des impacts très forts sur le logement. Comme je dis, on est quand même face à une pyramide. On doit d'abord loger les gens, ensuite les loger bien, enfin les loger verts. Mais quand même le but premier, c'est quand même que tout le monde ait un toit sur sa tête. Aujourd'hui, l'une des propositions, pour vous me donner 3 propositions pour y répondre, je vais essayer de répondre concrètement. Ma première proposition, c'est que
Aujourd'hui, une mairie a peu d'intérêt à accepter une nouvelle population. C'est comme ça, parce que un immeuble qui se construit, c'est des familles. Des familles qui arrivent, c'est quoi? C'est des places en crèche, c'est de l'école élémentaire, c'est de la vidéoprotection, c'est de la police municipale, c'est du CCAS. Je ne vais pas faire toutes les dépenses qui existent. Et donc, aujourd'hui, l'une des solutions que je vois, c'est qu'il faut qu'on arrive à un modèle où la commune peut être coactionnaire d'une société civile de construction-vente. C'est-à-dire quand on va autoriser une opération d'urbanisme, la commune va pouvoir toucher une partie de la plus-value qui est créée. Donc aujourd'hui, il existe la taxe d'aménagement, il existe la taxe d'aménagement majorée, mais ce sont des dispositifs qui sont insuffisants aujourd'hui. Donc l'idée est de faire en sorte que la commune puisse devenir coactionnaire. Donc au début, ces sociétés, on les finance très peu, hein, donc la commune ne mettra pas de fonds en jeu, mais elle pourra se retrouver à la fin avec un gâteau plus important. Le deuxième point, sur les DPE, on a vu quelques politiques qui proposaient de sortir du calendrier DPE. Maintenant que c'est fait, c'est compliqué d'en sortir. Ce que je propose, c'est que pour les 3 prochaines années, les gens qui ont des étiquettes G ne soient pas interdits de les louer, mais qu'ils aient des plafonnements de loyer progressifs. Donc moins 5% la première année, moins 10% la deuxième, moins 15% la troisième année. On garde les logements dans le parc, et en même temps, on fait en sorte qu'il y ait une incitation économique à rénover son logement. Mais on reste dans le domaine de l'incitation et non pas de l'interdiction, qui est en termes d'écologie la pire chose possible et imaginable. Le troisième point et la troisième idée que je défends, ça va vous paraître très technique, mais c'est un point extrêmement important. En plus de toutes les normes que j'ai mentionnées, on a créé quelque chose qui s'appelle la réglementation environnementale qui demande qu'on produise des bâtiments toujours plus performants. C'est une très bonne idée, mais si on essaye de vendre que des Rolls-Royce, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir conduire une voiture. Et donc le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus malin que ça? Et donc cette réglementation environnementale, elle a 3 marches, une qu'on a franchie en 2021, une qu'on va devoir franchir en 2025 et une en 2028. Celle de 2028, elle est juste inatteignable. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des bâtiments qui répondent à ça, du moins si on sait les faire, sauf qu'ils vont coûter au mètre carré des prix que vous n'avez même pas envie d'entendre. Et donc aujourd'hui, soit on se met tout de suite autour de la table en se disant 2028 c'est dans 4 ans et on fait en sorte de revoir cette nomenclature-là, soit dans 4 ans, c'est bien simple, on ne produira que des logements à 15 000 € du mètre carré et on sera en train de se demander pourquoi les gens ne peuvent pas les acheter. Franck Louvrier. Moi, je pense qu'on a, pour être synthétique et compréhensible par tout le monde, il y a trois règles sous l'acronyme FFT. Foncier, financement, transmission. Le foncier, on en a parlé, c'est de la responsabilité, bien sûr, en échange entre l'État, et tout ça est en échange entre l'État et les maires. Et il faut qu'il y ait le moins d'intervenants possible. Déjà, moi, je trouve quand on met les intercommunalités dans la gestion des plans locaux d'urbanisme, c'est une erreur. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est encore un échelon supplémentaire de décision et ça ne sert à rien. Laissons les maires les gérer en direct. Dans les financements, on a, et la transmission, il y a sans doute des mesures. Il y avait eu notamment un rapport qui avait été fait par le notariat qui mettait des mesures tout à fait intéressantes en matière pour aider, bien sûr, à construire plus. Et là, c'est du rôle de l'État, parce que c'est l'État qui va donner des dispositifs. Je vous rappelle, hein, on a eu des dispositifs comme Robien, Célier, Pinel, par exemple. Pinel, je pense qu'il faut le proroger. C'était une bonne décision. Il faut continuer, parce qu'aujourd'hui, on arrive sur la fin du Pinel, qui permet aussi d'accompagner les achats. C'est une erreur. On avait, par exemple, en 2007, Nicolas Sarkozy, avec qui je travaillais, avait pu faire la déduction des intérêts immobiliers et pour les primo-accédants. C'était tout à fait intéressant parce que ça permettait notamment aux primo-accédants de pouvoir avoir une déductibilité d'impôt sur leur achat. Donc ce sont des mesures comme ça qui permettent de pouvoir avancer mieux et plus fortement. Sur la transmission, par exemple, là, comme on a le problème des classements de F, de G, etc., il faudrait proposer, par exemple, à ceux qui ont un appartement de 70 mètres carrés, par exemple, dans le 15e arrondissement, pour prendre un exemple parisien, qui vaut une valeur certaine, que ces propriétaires puissent le donner en succession immédiate et qu'il y ait des réductions, bien sûr, sur la transmission qui permettraient, ces réductions-là, à la personne qui va y en hériter, d'investir dans le réaménagement de l'appartement et qu'on lui impose, par exemple, une location pendant 6 ans, ce qui permet aussi de relancer le parc locatif. Parce que là aussi, on a un enjeu, notamment dans les centres pré-urbains, de locations qui ne sont pas assez importantes. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, si vous me permettez, c'est que je pense que le principe d'une ville, c'est sa population. Si une ville grandit, c'est parce qu'elle a une augmentation de population. Si une ville s'affaiblit, c'est parce qu'elle a une baisse de population. Donc tous les maires veulent avoir plus de population. Ils ne veulent pas en avoir moins.
Et donc, il faut les aider justement à accompagner cette dynamique-là. Et tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que les villes sont dynamiques. Parce que quand elles accueillent plus de monde, il y a une activité économique derrière, il y a justement la création de crèches, etc. Moi, je pense que les maires, ils veulent créer des crèches, ils veulent créer des écoles. Ce qui est triste, c'est quand un maire ferme une épicerie, la dernière épicerie de son village, lorsqu'il est obligé de fermer des écoles parce qu'il a moins d'élèves. Non, au contraire, nous, on veut tous avoir une dynamique positive, et notamment en matière de logement, mais aussi derrière en matière de population. Donc, vous voyez, alors après, on a des lois un peu spécifiques, mais ça, Catherine pourra en parler aussi, c'est la loi SRU. Alors là, la loi SRU, qui est une très bonne idée à la base. Une idée de gauche, c'est toujours une bonne idée à la base. Après, c'est à la droite de l'appliquer. On peut faire de politique, excusez-moi, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est de dire, bien sûr, il faut permettre à ce que tout le monde puisse aller partout. Et donc, on va faire une loi et on va imposer aux communes un pourcentage de logements accessibles, pour ne pas parler de logements sociaux. La seule chose, c'est que tout le monde n'est pas dans la même situation. Moi, je vous prends un exemple qui est assez simple, qui est la ville de La Baule. Nous sommes coincés entre l'océan Atlantique, le parc naturel régional de Brière, la loi littorale, les endroits protégés qui sont les endroits ruraux, et puis accessoirement quelques zones aussi, comme les marais salants, sur lesquels on ne peut pas construire. Donc, on part de à peu près 7% de logements sociaux. Pour atteindre 30%, parce que c'est ce qu'on veut imposer à tout le monde, c'est impossible. Et le problème, c'est que je suis autant sanctionné que si je ne fais pas d'efforts. C'est-à-dire, moi, je fais à peu près, je ne vous mens pas, 150 logements sociaux par an, ce qui est beaucoup. Hein. Quand on a notamment les immeubles en face mer qui sont vendus à 18 000 du mètre carré, vous imaginez ce que ça fait comme effort à l'arrière dans le pays. Donc de ce fait-là, ce qui se passe, c'est qu'on est autant sanctionné sur le flux que sur le stock. Moi, je paie 1 million d'euros d'amende. Et pourtant, j'en fais le maximum. Donc ça ne va pas. Donc il faudrait que la loi SRU fonctionne sur le flux, c'est-à-dire sur les efforts que font les communes. Et là, s'ils n'en font pas, c'est normal qu'ils se fassent sanctionner. Mais ceux qui en font et qui passent de 7 à 9, c'est autant d'efforts que celui qui passe de 25 à 30. Donc on a vraiment là aussi à revoir cette loi. Donc ce n'est pas la remettre en cause totalement, parce que je pense que le principe de la loi SRU est plutôt une bonne idée, mais après, il faut essayer justement de plutôt gérer les flux que les stocks. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Par exemple, moi j'ai visité il y a quelques semaines, là, et c'était intéressant, le village olympique. Le village olympique, c'est quoi? C'est la transformation notamment de bureaux en appartements. Je pense que ça, notamment pour préserver notre foncier, c'est une bonne initiative. Et ça, il faut essayer de le développer. Donc vous voyez, on a plein de choses comme ça qui nous permettent. Mais il faut que, bien sûr, à la fois la loi nous le permette, et il faut que l'État nous le permette. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts. Donc, pour parler positivement, il y a de l'avenir dans la construction et dans le logement, mais il faut s'en donner les moyens. Alors Catherine Vautrin, vous seriez ministre du Logement ou, que sais-je, Premier ministre? Vous mettriez quoi dans cette loi? Il y a des pages qui sont passées, donc on va plutôt parler de demain. Pour se dire que le premier sujet, je crois déjà, on va essayer, si on fait une loi de logement, premier sujet, on va mêler logement et urbanisme. Ça, c'est un premier élément pour effectivement enlever des barrières qui, quelque part, ce que je viens d'expliquer juste avant. Après, comme mon ami Hervé Novelli, que je salue, j'ai été parlementaire pendant 15 ans. Je vais vous dire un truc, c'est pas très positif, hein, mais ne rêvez pas trop sur la grande loi, parce que déjà le temps qu'elle soit discutée, votée, que les décrets d'application sortent, je ne vais pas vous dire qu'on aura une génération, il ne faut pas exagérer, mais enfin on aura paumé 5 ans. Donc il faut quand même qu'on essaie d'être un peu concret pour se dire qu'est-ce qu'on mettrait dans ce texte d'une part, mais qu'est-ce qu'on peut faire également. Et je vais essayer de reprendre un certain nombre de points qui ont été évoqués par les uns et les autres. Alors effectivement, il y a un sujet qui, moi, m'exaspère, je vais le partager avec vous, c'est cette histoire de rénovation des logements. Pourquoi ça m'exaspère? Évidemment, pas sur le fond, je suis comme tout le monde, je pense que si on peut faire face aux aléas climatiques et transformer au mieux les logements, c'est évidemment un grand plus. Et je le dis d'autant plus comme présidente de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qu'on a une étude qui nous démontre que les habitants des quartiers sont celles et ceux qui participent le moins à l'émission des gaz à effet de serre, et ce sont ceux qui subissent le plus ces effets parce que ce sont les appartements mal isolés, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour autant, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a l'exemple type du machin de logorée administratif juste
incroyable. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont essayé de regarder comment ils allaient changer leur chaudière, isoler leurs combles ou changer leurs fenêtres. C'est d'une complexité incroyable, avec en général des conditions de revenus qui sont juste inversement proportionnelles aux revenus d'un propriétaire, juste propriétaire de son logement. Donc, c'est tout sauf concret, ce qui veut dire que ça n'apporte pas les résultats que l'on pourrait en attendre. Et dans le même temps, je vous rejoins, la sanction tombe et on va sortir un certain nombre de logements, alors que si ces logements, on avait juste eu la capacité, ne serait-ce qu'à mieux les isoler, on aurait déjà amélioré leur performance énergétique et on aurait en partie laissé sur le marché des logements qui pourraient aujourd'hui répondre à des besoins et on aurait fait parallèlement à cela, travailler des entreprises qui auraient pu faire ces travaux de rénovation. Donc vous voyez, c'est du concret, c'est très Madame Michu, mais je pense que quelque part, il y a un moment, on est là aussi pour apporter des réponses qui permettent de faire concrètement changer les choses dans un délai plus court. Ça, c'est probablement le premier sujet. Il y a ensuite un deuxième sujet sur lequel, effectivement, il faut que l'on regarde, c'est cette organisation qui a été évoquée tout à l'heure pour la simplifier. Je suis d'accord avec toi, Franck, le patron dans la commune, c'est le maire. Et c'est le maire parce que c'est lui qui, derrière, non seulement organise sa ville, mais prend en charge ce qui se passe dans sa ville. En d'autres termes, là encore, quand on parle de logement social, il n'y a pas un logement social, il y a différents types de logements sociaux. Je ne vais pas vous embêter en vous faire une catégorisation de ces différents types de logements sociaux. Je vais simplement résumer en disant que quand vous accueillez des publics extrêmement précaires, la charge pour la collectivité n'est pas la même que quand vous accueillez des gens qui assument parfaitement la vie qui est la leur et qui, en quelque sorte, ne sont pas aidés. Et quand, au moment des élections présidentielles ou juste avant, la taxe d'habitation a été supprimée, quelque part, moi, je peux comprendre que c'est rendu service à un certain nombre de gens, mais d'un autre côté, la charge, on l'a transférée à la commune. Pourquoi ? Parce que même si, quelque part, cela a été compensé, le fait de transformer des habitants en consommateurs, vous avez changé le rapport des habitants à leur ville. Et dans un texte logement, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de « j'habite dans une ville, je profite d'un certain nombre d'aménités, c'est logique ». Qu'à due proportion de mes revenus, je participe. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle la taxe d'habitation, mais en tout cas, l'effort citoyen, il est logique, parce que l'organisation de la vie, elle a un coût, qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, et que quel que soit son revenu, on peut s'acheter un paquet de clopes à 10 €, et bien on peut probablement participer à due proportion à ce dont je profite quelque part dans la ville. Donc, rétablir concrètement un lien entre le phénomène d'habiter et quelque part, la participation est très importante parce que sinon, vous faites porter toute la charge sur les propriétaires fonciers, celles et ceux qui paient la taxe foncière, et ceux-là, vous les découragez dans leur envie d'investir parce qu'ils se disent c'est bien gentil, mais moi, je me retrouve avec des contraintes extrêmement importantes, j'ai des charges de plus en plus nombreuses et j'achète parfaitement ton idée sur la transmission parce que ça aussi, c'est un élément important. Et cet élément, si tu me permets de rajouter une idée, il y a un autre point, moi, qui m'interpelle également, c'est l'évolution du vieillissement de la population, dont nous n'avons pas du tout parlé, qui est incontestablement un sujet. Si tu facilites la transmission, tu permets à un certain nombre de familles de régler, si vous me passez cette expression familière, leurs affaires, et donc, quelque part, d'anticiper leur vieillissement, d'avoir capacité probablement à avoir un logement adapté à un moment où on est un peu plus dépendant, et donc on résout un sujet majeur, on répond à une préoccupation de nos concitoyens, qui est le fait de vivre chez soi et pas dans un établissement spécialisé aussi longtemps que cela est possible. Et donc là, on est gagnant sur différents tableaux. On met des logements sur le marché. On répond à ce sujet du vieillissement qui est majeur. Donc vous voyez que quelque part, à travers un texte de logement, si je devais résumer, 1, logement, urbanisme, 2, je regarde comment un habitant participe à la vie de la commune. 3, je remets le maire au centre du jeu. Et 4, je réfléchis à l'ensemble du sujet logement, de la naissance, c'est à peu près comme Tintin, je vais un peu plus que 77 ans à l'heure d'aujourd'hui, de la naissance à la mort, comment j'apporte des solutions en matière de logement. Et moi, je pense qu'il serait intéressant maintenant, on vous a exposé ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'on nous pousse à faire et qu'on ne veut pas faire. Plusieurs exemples. D'abord, je pense qu'il faut lutter contre les recours abusifs. Parce qu'il y en a marre. Quand vous êtes maire, il faut 6 mois
pour commencer un projet et il faut 2 ans pour le réaliser. Et encore, si ça passe pas aux échelons supérieurs jusqu'au Conseil d'État. Ça, je pense qu'il y a une décision à prendre aussi, ça c'est législatif. Il faut lutter contre les recours abusifs. Deuxième chose, moi je suis contre la surtaxation des résidences secondaires. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on est le premier pays le plus visité au monde, n'est-ce pas Hervé? On est le pays le premier. Et nous, la mesure qu'on prend, c'est qu'on lutte contre les résidences secondaires. C'est quand même assez original. C'est-à-dire, si la branche sur laquelle on est assis, en plus un résident secondaire, qu'est-ce qu'il fait? Il paye des impôts à l'année pour en profiter 4-5 mois de l'année. C'est-à-dire qu'en plus, il est intéressant pour le maire parce qu'il n'utilise pas tous les services toute l'année. Et on taxe. Donc ça, c'est mauvaise décision. En voilà une deuxième. Une troisième mauvaise décision, ça c'est mon avis, c'est de pousser les maires à faire la ville sur la ville. C'est exactement ce qu'on voulait faire après 70. Dans les années 70, on dit arrêtez les ensembles, les grands ensembles, et maintenant on nous dit allez, passez de R+10 à R+15. Comme ça, c'est plus simple. Alors, vous protégez toutes les zones foncières, mais par contre, vous montez. Ouais, en gros, on refait des grands ensembles. J'ai pas le sentiment que ce soit un objectif intéressant dans les années à venir. Donc, vous voyez, il y a des choses. Et puis, alors, formidable, le Airbnb. Alors, moi, je suis pas un militant du Airbnb, hein, je vous le dis tout de suite, mais je suis pas non plus contre. Parce que là, on a trouvé ça y est, on a trouvé la bête noire. Ouais, le Airbnb, c'est un scandale, ça prend le logement des habitants à l'année. Vous croyez que ça prend le logement des habitants à l'année? Vous croyez que les gens qui habitent à l'année, ils vont pouvoir se payer parfois des appartements d'Airbnb? Très rare, les cas. Mais par contre, il faut mieux maîtriser les Airbnb. Mais le Airbnb, je vous rappelle quand même, c'est que dans les zones où il y a un peu moins d'offres touristiques, ça fait fonctionner les restaurateurs. Moi, j'ai des discours-là devant les restaurateurs et devant les hôteliers. Hein. Et je peux vous dire, ils m'applaudissent autant. Hein. C'est pareil. Hein. Parce qu'à un moment donné, ils sont bien contents, le petit restaurant qui n'avait pas de logement, qui voit son activité reparaître parce que les gens, ils ont loué. Vous croyez qu'il y a des gens qui ont besoin de finir les fins de mois, ils sont contents aussi de louer. Donc attention à l'effet, voilà, ça y est, on a trouvé la raison de tous nos maux. Non. Bien sûr qu'il faut le réguler. Bien sûr que c'est un marché qu'il faut réguler. Et moi, j'ai passé un accord avec Airbnb pour réguler justement ces locations meublées saisonnières. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est la solution de taper dessus. Parce que ça permet aussi à d'autres d'avoir à la fois des revenus supplémentaires et de recréer une dynamique. Juste pour finir, les Jeux Olympiques sans Airbnb, je ne suis pas sûr que ce serait facile d'accueillir beaucoup de monde à Paris. Donc, et les hôtels, vous inquiétez pas, ils seront pleins. La preuve, ils sont tellement pleins, c'est que la région Île-de-France a décidé d'augmenter la taxe de séjour sur les hôtels pour soi-disant financer la mobilité. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée à développer dans les autres régions de France. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi, sauf sur un point. La ville sur la ville, ça dépend où. Parce que, et là, c'est l'ANRU évidemment dont je vais te parler, parce que très concrètement, vous savez qu'on a aujourd'hui dans notre pays un certain nombre d'endroits qui sont les quartiers des très grandes villes, dans lesquels on a des situations extrêmement difficiles, des immeubles dans des états très compliqués, et qui ont été faits il y a 50 ans, on le sait, à un moment où il y avait d'ailleurs déjà une crise du logement, c'est le moins qu'on en puisse dire, l'abbé Pierre 54 pour être clair, et les gens qui sont arrivés après la fin de la colonisation, on connaît tous ces sujets. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les partis pris architecturaux de l'époque n'ont pas résisté au temps. Je pèse mes mots, je ne me garderai bien de juger avec mes yeux d'aujourd'hui ce qui a été fait hier. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a dans ces quartiers des vraies difficultés sur l'urbanisme en tant que tel. Et qu'aujourd'hui, il y a un programme de rénovation urbaine de 453 quartiers dans le pays. C'est globalement 14 milliards d'euros qui vont être engagés. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que là, il y a du foncier. Là, on repense complètement l'urbanisme. Quand je dis on repense l'urbanisme, c'est qu'à certains endroits, on se pose des questions de quartiers complètement fermés sur eux-mêmes qu'on rouvre. Comment est-ce qu'on les rouvre? En démolissant une partie, pas tout forcément, mais une partie de tel ou tel immeuble qui va permettre d'ouvrir, qui va là encore créer du lien entre la ville et le quartier, ce qui fait revivre les commerçants, parce que du coup les gens arrivent à venir dans le quartier, endroit où ils ne mettaient pas les pieds jusqu'à maintenant parce que c'était beaucoup trop fermé. Et là, il y a des capacités de repenser. Et en repensant le quartier, on peut utiliser du foncier qui apporte des réponses et qui apporte notamment des réponses sur un sujet qu'on a abordé mais sur lequel on n'est pas allé, qui est celui du parcours résidentiel. Vous avez dans ces quartiers des gens qui, pendant 50 ans, ont payé leur loyer, qui sont des gens qui sont arrivés parce qu'il y a 50 ans, ils ont trouvé des pièces d'os qu'ils n'avaient pas là où ils vivaient. C'était le symbole du confort. Beaucoup de ménages de l'époque ont démarré dans ces quartiers
quartiers-là. Et puis évidemment, ils ont évolué, ils ont pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont eu un peu d'argent, ils ont acheté une maison et ils sont partis. Ils ont été remplacés par des gens plus précaires. Je n'ouvre pas le débat sur la politique de la ville. Pour autant, un certain nombre, ils sont restés. Et quelque part, on peut se poser la question de se dire, si on avait mis en place des programmes d'accession sociale à la propriété, en d'autres termes, vous êtes d'abord locataire et vous vous engagez dans un nombre de mois qui est défini au contrat, qui va en général entre 6 et 18 mois à acquérir. On permet à des gens de devenir propriétaires dans des conditions plus accessibles. Et deux, on change la population en ayant une mixité de population. Et là, on a réutilisé, on a repensé la ville sur la ville. On n'a pas forcément fait monter, mais par contre, on a utilisé, donc on n'a pas artificialisé, mais on a redessiné. Robin, moi je voudrais vous entendre sur ce qui vient d'être dit. Il y a à la fois la taxe sur les résidences secondaires. Est-ce ça a été une erreur de supprimer la taxe d'habitation, la densification? On entend Franck Louvrier qui nous dit non, faire la ville sur la ville. Ces 3 points-là. La densification pour des raisons écologiques, ça s'entend aussi. Oui, de toute façon, on densifie. Les villes se sont construites par densification. Si vous regardez la façon dont les villes se sont faites, on rajoutait un étage au fur et à mesure qu'il y avait suffisamment de gens qui arrivaient. Et puis à un moment, parfois, on reconstruisait du bâti un peu plus dense. Sous Haussmann, le deuxième règlement haussmannien prévoyait de construire 7 étages. Aujourd'hui, c'était en 1866. Aujourd'hui, début des années 60, pardon. Aujourd'hui, en Île-de-France, on construit extrêmement rarement à ces hauteurs-là, alors qu'il y a 7 fois plus d'habitants. Donc c'est sans doute qu'il y a un petit sujet. Après, le but, c'est pas de densifier les zones qui sont déjà très denses. La ville de La Baule en fait sans doute partie. Le centre de Paris, à 20 000 habitants du kilomètre carré, est évidemment très très dense et personne ne va aller densifier le centre-ville. Par contre, la première couronne est à 6 000 habitants. Donc entre 20 000 et 6 000 habitants, on doit pouvoir trouver un juste milieu pour densifier un petit peu ces zones-là. Donc de toute façon, on a un besoin de densification. Cette densification, elle doit se faire de manière intelligente. Elle ne doit pas se faire par des anathèmes. Pareil, quand on dit le pavillon est mon ennemi et grosso modo plus personne ne doit habiter en habitat individuel, c'est pas vrai. Il y a des pays qui sont très denses, les Pays-Bas, les Royaumes-Unis, et qui vivent en maison individuelle. Alors c'est sûr que c'est pas une maison individuelle avec un immense jardin de 2000 ou de 3000 mètres carrés. C'est des maisons qui sont plutôt mitoyennes ou semi-mitoyennes, mais on sait faire de l'habitat individuel avec des densités. Donc aujourd'hui, c'est ces choix-là qu'on doit faire, mais sur la partie taxe d'habitation, je l'ai dit, la suppression de la taxe d'habitation a été une erreur au sens où elle a privé les collectivités d'un certain nombre de ressources et qu'aujourd'hui, elle recherche à rattraper ces ressources par de l'augmentation de la fiscalité sur les résidences secondaires, par des majorations sur la taxe foncière et ainsi de suite, qui ont plutôt pour effet de pénaliser une partie réduite des propriétaires. Je rappelle juste, et on l'a dit, Madame Vautrin l'a dit, mais aujourd'hui la France, contrairement au mythe collectif, est un des pays qui a le plus faible taux de propriétaires de l'OCDE. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, on était parmi les plus hauts, on n'a fait que décrocher. On est depuis 2006, donc depuis maintenant 17 ans, même 18 ans bientôt, au même niveau, à 56,2% de propriétaires. On a vécu dans l'intervalle les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire de l'humanité. Donc il y a quand même un petit sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un propriétaire en plus, et on a vécu les taux à 0. Donc ça, je vous laisse imaginer dans un monde où les taux seront à 4%. Donc évidemment, on a un pays qui n'est plus un pays de propriétaires aujourd'hui. On a eu des gros amortisseurs parce qu'on a construit beaucoup et qu'on a le logement social qui est un énorme amortisseur dans notre pays. Ces 2 amortisseurs sont en train de disparaître. Et donc ce qui va se passer, c'est dans 3, 4, 5, 10 ans, on va avoir les phénomènes de cette crise du logement. Et là, ça va faire très mal parce qu'on n'a pas du tout été habitué à ça. Et quand je pointais du doigt le Royaume-Uni, c'est ce type de logement, de situation de logement. On commence à le voir. Il faut 6 mois pour trouver un studio à Paris. 6 mois. Voilà, ça c'est la tension locative réelle. Il y avait, quand on parlait du 15e arrondissement, l'autre jour, un studio a été mis en location dans le 15e arrondissement. Il y a eu 550 personnes qui sont venues le visiter sur la journée. Donc c'est ça la réalité du marché tel qu'il se dresse face à nous. Et le risque, qu'est-ce qui se passe? On parlait d'Airbnb et autres, mais à chaque fois quand un pays a sous-construit, la première des réactions, c'est de dire il faut protéger les gens en place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On délègue des compétences pour durcir le marché locatif. Et donc, c'est une catastrophe parce qu'on empêche la mobilité. Et donc, on parlait de parcours résidentiel. Les gens qui auraient dû
quitter le locatif pour devenir propriétaire restent dans le locatif. Et qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux ménages qui se créent, l'étudiant qui a fait ses études et qui veut chercher un logement, il ne trouve pas. Le ménage qui devrait divorcer, bah, ils restent ensemble. Et donc, en fait, la première des réactions quand le marché du logement se tend, c'est plus de réglementation. Et c'est la pire des choses à faire. Quand le marché du logement se tend, il faut construire plus. C'est mathématique. Et aujourd'hui, la seule lueur d'espoir là-dedans, la seule lueur d'espoir vraiment, c'est que les pays qui ont très peu construit dans les 10 dernières années, notamment les États-Unis, le Canada, eh ben, vous avez enfin des responsables politiques qui deviennent lucides sur la crise du logement. Et le Parti conservateur canadien, au Canada vous avez un bipartisme, le Parti conservateur canadien récemment, qui avait des scores minables chez les jeunes générations, qui s'était effondré chez les jeunes générations, a pris récemment, depuis 2 ans, le combat du logement en disant ce combat-là, c'est le combat qu'il faut mener. Et depuis, il est le parti numéro 1 chez les jeunes. Et donc c'est la lueur d'espoir, c'est que je ne désespère pas que dans 2 ans, 3 ans, il y a enfin un responsable politique national qui se dise ce sujet-là, plutôt que de faire n'importe quoi, il vaut mieux essayer de surfer dessus, et il vaut mieux essayer de construire un logement pour que les gens, à la fin, votent pour moi. Et je pense, mais bon, on va passer par une potion amère de quelques années qui va être quand même assez difficile à avaler. Alors, il y a un micro qui circule. Vous pouvez poser vos questions. Monsieur. Le micro arrive. Merci. Il y a plein de sujets en fait, mais si je prends juste la suppression, l'interdiction de louer des logements à faible performance énergétique, vous avez cité le chiffre à peu près 400 000, et vous dites que c'est à peu près 400 000 logements qu'il nous faut par an. Donc la question c'est, dans ce projet de loi logement qui arrive, est-ce que cette préoccupation est prise en compte, ou est-ce que le lobby écolo, parce que c'est bien celui-ci qui pousse à empêcher... Parce que vous avez dit F et G, mais en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, c'est les autres catégories qui vont venir. Et donc, voilà, donc progressivement, on va diminuer ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte au niveau du gouvernement des propositions alternatives, par exemple, comme vous le disiez, avec un phénomène d'échelle ou des choses comme ça? Merci. Ce qu'on peut dire en 2 mots, c'est qu'aujourd'hui, le texte, on ne le connaît pas. Je vais être clair avec vous. Après, comment ça se passe dans la vraie vie? Très concrètement, les associations d'élus vont monter au créneau d'un côté. On va essayer de voir des parlementaires pour parler avec eux. C'est le moyen pour essayer de faire évoluer un texte. On n'a pas d'autres sujets. Et je dois dire que ce sont des nouvelles générations de parlementaires qui arrivent et qui ne sont pas forcément en même temps élus locaux. Donc, il y a un peu d'instruction à faire. Moi, je vais vous faire la réponse que m'a faite le ministre à qui j'ai soumis ce sujet-là, en disant on va dans le mur, hein, donc si on ne réagit pas. Il m'a dit qu'il aurait fallu avoir cette idée il y a 3 ans. Malheureusement, je lui ai dit que le sujet, malheureusement, se projetait dans 3 ans. Bon. Une question ici, oui, et puis après ici et là-bas. Oui. Bonsoir, merci pour cette belle réunion. Évidemment, ici, je pense que nous sommes tous conscients qu'il faut bâtir. Ça, on l'a compris. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de penser que nous avons des quartiers entiers où c'est qu'il y avait des villas qui sont complètement détruites et qu'il y a des immeubles, des immeubles et des immeubles. Et mieux que ça, bon, c'est très bien ça, mais les routes, on ne pense jamais aux routes. Il y a les immeubles. On était des petites villas, on vous fait des immeubles, et après, on ne peut plus sortir, il n'y a plus de route. Bon, ça, c'est un premier point. Bon, c'est terminé. Maintenant, deuxième chose. Vous avez oublié de dire une chose, c'est que pour bâtir, il faut déjà faire beaucoup de sacrifices, parce que ça coûte très cher. Surtout avec toutes les nouvelles normes qu'on nous impose maintenant. Ça a été dit, oui. Voilà. Donc, et votre question, madame? Voilà, lorsque nous avons bâti, ensuite, il y a tellement des impôts et des charges de ceci et de cela que toute une vie, en étant propriétaire, nous devenons locataires de l'État. Alors peut-être que si les gens bâtissent moins ou font moins de sacrifices, ben, il faudrait peut-être penser à tout ce que vous avez dit pour améliorer les lois et améliorer beaucoup de choses. Merci. Moi, je vais essayer de vous répondre, c'est pas simple. Hein.
D'abord, je vais essayer de découper la question en plusieurs morceaux. Sur les villas protégées, je suis bien placé, j'en ai 6000. 6000 villas protégées, c'est très compliqué, et tant mieux. Je vous rappelle quand même ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon préambule, c'est que le permis de construire du maire, c'est 82. Avant, c'était pas nous, hein. Donc heureusement que c'est le maire aujourd'hui qui gère les permis de construire. Heureusement que c'est les maires qui protègent les maisons. Parce que tout ce qui a été fait auparavant, c'était plutôt l'État dans des grands élans de construction qui ont dit... moi, vous savez, la mairie de La Baule, qui est une mairie qui redevient à la mode parce qu'elle a été construite dans les années 70, qui a été décriée pendant des années. Mon père disait que c'est une horreur, une verrue. Et aujourd'hui, c'est quasiment un bâtiment iconique que certains connaissent. Mais à l'époque, quand elle a été construite... Vous pourrez regarder sur Internet, vous avez sur l'INA, vous mettez construction hôtel de ville de La Baule, vous allez vous amuser. C'était la modernité arrive à La Baule. Et là, vous aviez une pelleteuse qui arrivait qui détruisait 2 anciennes villas du XVIIIe siècle. Et les gens applaudissaient. C'était la modernité qui arrivait, gaz à tous les étages. C'était quasiment ça. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi. Donc, il faut un conservateur. Et le conservateur, dans le système politique dans lequel on est, c'est le maire. Donc c'est à lui. Et vous avez raison sur l'histoire des routes, pour répondre à votre deuxième question sur les routes. Parce que bien sûr que nous, quand on conçoit des logements, la première question, c'est l'accessibilité. On regarde exactement si ça ne va pas encombrer plus notre commune, si on va pouvoir avoir des voies d'accès, des voies de sortie, etc. Donc c'est pour ça qu'on en revient toujours à la question centrale. C'est que c'est vraiment le maire, le chef de la construction. Parce que c'est lui qui connaît les demandes de sa population. Il sait exactement qu'à tel endroit, il faut un poumon vert, à tel endroit, on va pouvoir un petit peu densifier, à tel endroit, on va pouvoir faire des hauteurs, etc. etc. Donc vous voyez, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Et puis vous avez raison, quand on est propriétaire, on paye beaucoup de taxes, elles sont très élevées. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle c'était une erreur de supprimer la taxe d'habitation, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a augmenté la taxe foncière. Et il y a des communes qui sont montées à 30 à 50% d'augmentation de leur taxe foncière. Nantes 30%, Paris 50%. C'est de la folie furieuse. Moi j'ai fait 0. Bon, voilà. Voilà. Parce que c'est important. Parce que je veux qu'on regarde aussi l'enjeu du pouvoir d'achat, il est essentiel. On sait très bien qu'il y a une inflation, donc on ne peut pas taxer les gens. Mais vous voyez, c'est ça aussi la volonté politique, elle est toujours dans cet objectif-là. Alors une autre question ici, madame. Le micro arrive. Oui, merci. Il me semble qu'il y a peut-être 2 leviers sur la question du logement social et du besoin en logement social. La première, c'est est-ce que l'on pourrait aujourd'hui revoir un peu les critères normatifs de réalisation d'un logement social. Il y a dans notre pays des milliers de centres anciens, extrêmement beaux, mais souvent qui abritent des logements extrêmement dégradés, insalubres et vacants. Il faut prendre les chiffres de l'INSEE. Il y a un nombre considérable de logements vacants parce qu'insalubres et donc ou loués comme ça sous le manteau en 3/8. Si on veut transformer ces logements en logement social, on nous oppose que les fenêtres ne sont pas suffisamment aux largeurs qui conviennent, etc., ou qu'il y a des escaliers. Je pense que si on autorisait aujourd'hui les propriétaires de logements anciens dégradés à les rénover pour les louer en logements sociaux, il y a des tas, notamment de jeunes, qui pourraient accéder à ces logements sociaux. Et il y a là une sorte de mine, réellement en termes de nombre de logements potentiels, que l'on pourrait éventuellement remettre sur le marché comme des logements sociaux. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, il me semble aussi qu'il y a une question qu'on ne se pose pas souvent, parce qu'elle est politiquement difficile, mais on parlait du courage tout à l'heure, et je pense que c'est le moment d'avoir du courage en politique, c'est celui d'observer quels sont les occupants actuellement des logements sociaux. On a tous des exemples dans nos communes de logements sociaux qui sont occupés depuis des années par telle ou telle famille, qui au départ étaient 4 ou 5, qui aujourd'hui sont seuls, mais qui ont considéré que ce logement, c'est le leur, c'est un peu l'histoire de leur famille, et je l'entends, qui parfois ne veulent pas quitter ce logement de 5 pièces alors que la personne est aujourd'hui seule, qui parfois même les louent en Airbnb. C'est une réalité ce que je dis, hein, je veux dire, quand on est dans des régions où c'est possible. Et je pense que nous avons un devoir, parce qu'on parle d'argent public et on parle aussi de consommation d'espace naturel, hein, puisqu'il nous faut construire de nouveaux logements, eh bien nous avons aussi un devoir d'observer, de vérifier, de contrôler que les logements sociaux qui sont aujourd'hui des logements sociaux occupés par une personne dans un F5 ou occupés par des gens qui n'ont plus du tout besoin d'avoir un logement social parce qu'ils ont des revenus qui ont augmenté,
budget puisse être éventuellement redéployé sur d'autres populations, sur d'autres publics. Il me semble que là, il y a quand même 2 pistes qui nous permettraient peut-être de faire un peu redescendre le besoin en logements sociaux. Et juste un mot sur la rénovation des logements, et qui me semble aussi important, c'est mon expérience en tout cas d'élu, c'est que plus on donne de subventions aux gens qui vont rénover leur logement, plus on fait monter artificiellement le prix de la rénovation, parce que les sociétés le savent très bien, et elles vous disent, de toute façon, vous allez avoir 30% d'aide, donc voilà, moi, mon prix, c'est tant. Alors que si l'on procédait plutôt par un prêt à taux zéro, les gens auraient beaucoup plus le sentiment et verraient l'importance de négocier le prix avec leur entreprise. Et je pense que là, on aurait de la rénovation à meilleur coût et de manière un peu plus déployée. Merci. Merci. Il nous reste 1 minute, peut-être une forme de conclusion et de réponse à ce que vient de dire Madame, chacun. Merci Madame pour ces propositions. Premièrement, sur les copropriétés dégradées, il y a un travail qui commence à se faire, notamment avec l'ANRU. Je vais vous donner un exemple, pas très loin de chez vous, à Marseille par exemple, où il y a dans le centre-ville ancien des tas de copropriétés dégradées. Nous travaillons sur ces sujets parce qu'effectivement, il y a 2 sujets. Il y a un, comment est-ce qu'on peut remettre du logement sur le marché, et puis il y a 2, l'effort de gens dans des quartiers qui ont fait cet effort d'accéder à la propriété et qui aujourd'hui sont des copropriétés dans un état absolument épouvantable. Et l'idée, c'est de voir comment on encourage cet investissement de leur part. Ça, c'est le premier point. Donc ça démarre, on va aller plus loin, mais il y a une réponse qui commence à exister sur les copropriétés dégradées. Deuxième partie de votre réponse, moi, je ne vais pas la prendre sur l'aspect personne dans le logement, je vais le prendre sur l'aspect sécuritaire et être un peu provocatrice, mais je veux vous le dire parce que c'est un truc qui me tient à cœur. On a aussi un sujet dans le qui habite ces logements sociaux, et notamment qui est en situation régulière. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on a alerté en disant attention, quand les gens prennent un logement, ils donnent une carte d'identité ou un titre de séjour. Et on ne demande jamais dans quel état est devenu ce titre. Et là aussi, ça paraît logique. Un passeport, il a une durée de validité. Vous êtes à l'étranger, vous avez un visa, ça a une durée de validité. C'est pas abscon qu'on demande systématiquement d'avoir une mise à jour de façon à savoir aussi qui habite, quelle est la qualité de celles et ceux qui habitent, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé en matière de logement qui est majeur, c'est la notion de la tranquillité résidentielle et du respect des habitants dans leur logement. 2 mots de conclusion. Moi, je vais vous faire Robin. une conclusion très rapide et peut-être une lueur d'espoir. Le président de la République a désigné il y a, je crois, quelques jours, c'est même moins d'1 semaine, Éric Woerth pour revoir la répartition des compétences. Et ben, en l'occurrence, je pense que sur les compétences logement, il faudrait tout recentrer sur le maire. Il y a d'autres compétences, par exemple, qu'il faut peut-être tout recentrer sur la région. Je ne sais pas s'il y a des élus du département, si je crois, mais bon, malheureusement, je pense que sur le tourisme, il faut plutôt le recentrer sur la région que sur le tourisme, parce qu'on s'aperçoit que sur le département, parce qu'on s'aperçoit que le tourisme, tout le monde s'en occupe, donc du même coup de personnes. En tout cas, les moyens sont répartis et sont diffus. Mais sur le logement, il faut vraiment que là, il y ait une recentralisation des pouvoirs sur une collectivité. Et moi, je le vois bien, quand vous êtes ballotté entre le département, l'intercommunalité et la commune, c'est compliqué. Et tant qu'à faire, il faut mieux suivre, justement, les locataires des logements sociaux quand vous êtes maire. Moi, je n'ai même pas le droit d'attribuer, aujourd'hui, parce que je suis en plus carencé, je n'ai même pas le droit d'attribuer les logements sociaux que payent les Baulois. Ouais, oui, vous imaginez. Je n'ai même pas le droit de savoir qui vient. Je le sais à l'arrivée. Je ne le choisis pas. Donc voilà, donc je pense que là, on a à recentrer les pouvoirs. Et là, ça sans doute fait partie de la feuille de route d'Éric Woerth de la part d'Emmanuel Macron. Merci. Robin ? En un mot, ce que vous avez décrit, c'est le besoin de mobilité dans le parc. Et s'il n'y a pas de mobilité, si chacun reste dans le logement pour des durées extrêmement longues, que ce soit son logement en tant que propriétaire, qu'il soit locataire du parc social, qu'il soit locataire du parc privé, on a une crise du logement en germe. Parce que ça veut dire, encore une fois, que ceux qui vont venir sur les nouveaux arrivants sur le marché du logement, ceux qui voudraient aller dans la ville de leurs rêves mais qui ne peuvent pas y accéder, tous ces gens-là, ils sont bloqués, ils sont frustrés. Et on va refaire la boucle avec ce qu'on disait au début. Ça crée une forte colère, parce que si les zones d'habitat les plus désirées deviennent des châteaux forts, il y a des gens à l'extérieur du château fort qui vont venir à tout casser. Merci beaucoup à tous les 3. Moi, j'ai retenu que celui qui fera du thème du logement, peut-être son thème de campagne, a des chances si on suit l'exemple canadien. Voilà, merci à tous.